Devon Hardrove essuya la sueur de son front en scrutant le chantier. À 42 ans, il avait bâti Hardrove Construction à partir de rien, l'élevant au rang des entreprises de taille moyenne les plus respectées de Millfield. Ses mains, marquées par le temps, racontaient l'histoire d'un homme qui avait gravi les échelons à la force de son travail, passant des fondations aux projets de plusieurs millions de dollars. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Monsieur Hardrove appela le fournisseur. L'expédition d'acier est reportée à la semaine prochaine, rapporta son contremaître, Louise. Devon hocha la tête et ajusta calmement les délais. Alors on repousse l'équipe de charpente à jeudi. Il consulta sa montre. 17h30, Vanessa devait terminer sa séance du soir avec Brison, son coach personnel depuis 4 ans. Il allait lui faire une surprise, passer la chercher au Elite Fitness Center, peut-être même l'emmener dîner au Riverwalk Bistro, pour fêter leur 17e anniversaire de mariage. La simple pensée de Vanessa faisait encore naître un sourire sur son visage. Ils s'étaient rencontrés à la fac, lui, étudiant en gestion de chantier le jour, travaillant la nuit, elle, poursuivant des études de commerce avec le rêve d'ouvrir une boutique. Ils s'étaient mariés jeunes. Leur premier enfant était né l'année suivante, suivi de 2 autres. Clayton avait maintenant 16 ans, Noël 14 et Wyatt 12. Être père avait été la plus grande joie de Devon. En route vers la salle de sport, il se remémora les épreuves financières qu'ils avaient affrontées ensemble. La récession de 2008 avait failli les ruiner. Mais ils avaient survécu. Aujourd'hui, les fonds universitaires des enfants prospéraient, l'entreprise était florissante, et la vie semblait parfaite. Ils avaient enfin emménagé l'an dernier dans leur maison de rêve à l'Acadie des Stats. Le parking du Elite Fitness Center était à moitié vide lorsque Devon se gara. À travers les grandes vitres, il aperçut quelques membres en plein effort, mais aucune trace de Vanessa. Ses séances avec Brison se terminaient habituellement vers 17h45. Devon consulta son téléphone. Un message de Vanessa, envoyé 20 minutes plus tôt. Course après la salle. Je serai à la maison vers 19h. Ne m'attends pas pour le dîner. Son pouce hésita au-dessus du clavier. Il allait lui parler de son plan pour le dîner surprise. Mais quelque chose détourna son attention, un Range Rover noir, garé au fond du parking, à moitié dissimulé par un camion de livraison. Il reconnut aussitôt la voiture de Brison. Une intuition. Quelque chose tiraillait en lui. Depuis quelques mois, Vanessa s'était montrée distante. Elle rentrait souvent tard, prétextant des séances prolongées ou des soirées entre filles, des amis qu'il ne rencontrait presque jamais. Elle avait même mis un mot de passe sur son téléphone, chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Sur un coup de tête, Devon se gara à l'écart, hors de vue, et attendit. 15 minutes plus tard, Vanessa sortit par une porte latérale, riant. La main de Brison reposait dans le creux de son dos, un geste bien trop intime pour une simple relation coach-client. Ils marchèrent ensemble jusqu'au Range Rover et, juste avant de monter à bord, Brison l'attira contre lui et l'embrassa. Un baiser sans équivoque. Un froid glacial envahit la poitrine de Devon. Il resta immobile alors que le Range Rover s'éloignait, ses mains serrant le volant à en blanchir les jointures. Ce soir-là, Devon afficha un masque parfait lors du dîner en famille. Il rit aux blagues de Clayton sur son entraîneur de basket, discuta du tournoi de débat à venir de Noël, et aida Wyatt à finir ses devoirs de science, tout en scrutant le visage de Vanessa, à la recherche d'un signe, d'un indice, d'un remords. Il n'y en avait aucun. Quand la maison sombra dans le silence cette nuit-là, Devon resta éveillé, allongé à côté de sa femme endormie, la femme avec qui il avait construit sa vie, se demandant depuis combien de temps cette trahison durait, et qui d'autre pouvait être au courant. Chapitre 2, les fils se délient. Durant les 2 semaines suivantes, Devon devint un fantôme dans sa propre vie. Il assistait aux réunions, signait les contrats, dînait avec sa famille, tout en menant une enquête minutieuse sur les fondations de son mariage. Il engagea Patterson Investigation, payant en liquide avec les fonds de réserve de l'entreprise. Leur rapport confirma ses pires craintes. Vanessa et Brison se retrouvaient au Lackazy Inn 2 fois par semaine, et ce, depuis près de 4 ans, presque aussi longtemps que Brison était officiellement son coach. Plus troublant encore,
les traces financières. Vanessa possédait un compte séparé contenant près de 50 000 $, alimenté par des virements réguliers de Bryson Phelps. Les libellés indiquaient de prétendus retours sur investissement. Mais Devon n'était pas dupe. Tard dans son bureau, il croisa les dates de l'arrivée de Bryson dans leur vie avec d'autres événements. Un schéma laid et évident se dessina, le début de leur liaison coïncidait presque exactement avec le soudain désir de Vanessa d'avoir un troisième enfant, Wyatt. La chronologie éveilla des questions sur tous les enfants. Un soir, alors qu'il examinait des appels d'offres, son téléphone vibra, un message de sa sœur, Lena. Toujours partante pour le déjeuner demain? Lena avait toujours été proche de Vanessa. Trop proche, peut-être. Ce déjeuner serait l'occasion parfaite de sonder discrètement ce qu'elle savait. Le lendemain, au Harborview Café, Lena semblait distraite, consultant sans cesse son téléphone. « Message important ?» demanda Devon avec désinvolture. « Oh, juste du boulot. » Mais Lena ne travaillait pas le vendredi. Quand elle s'excusa pour aller aux toilettes, Devon, abandonnant toute prétention à la morale, se pencha et attrapa son téléphone. Ce qui lui détruisit les derniers fragments de sa confiance. Un message de Vanessa. « Tu lui as dit quelque chose ?» Il agit bizarrement. Et la réponse de Lena. « Rien. Fais juste gaffe à ton téléphone. » Puis, une note bien plus troublante. « Rendez-vous confirmé pour lundi. BP apportera les papiers. » Devon reposa le téléphone avant que Lena ne revienne. Son esprit s'emballait. BP. Bryson Phelps, des papiers. Lundi. Après le déjeuner, au lieu de retourner au bureau, il suivit Lena. Elle se rendit directement au Elite Fitness Center, où elle retrouva Vanessa et Bryson sur le parking. Les trois parlaient vivement. Vanessa gesticulait, paniquée. Lena semblait essayer de la calmer. Ce soir-là, une fois la maison endormie, Devon alluma l'ordinateur portable de Vanessa. Son mot de passe n'avait pas changé depuis toutes ces années, celui qu'elle avait utilisé pour lui commander un cadeau d'anniversaire. Et ce qu'il découvrit dans ses emails, révélait tout. Et Bryson, ils prévoyaient de quitter la ville ensemble après avoir liquidé leurs avoirs. Une propriété au Costa Rica avait déjà été achetée. Mais le plus accablant de tout, c'était cet email adressé à un avocat de la famille concernant la garde des enfants, un message qui ne faisait aucune mention du lien biologique. Et puis, le coup de grâce. Devon est tombé sur un dossier caché. Des années de correspondance entre Vanessa, Bryson et Lena. Parmi ces messages, un en particulier. Il datait d'il y a 8 ans. Un message qui a glacé le sang de Devon. De Vanessa à Lena. Tu te rends compte qu'ils ne se doutent toujours de rien? 3 enfants, tous de Bryson, et ils continuent d'épargner pour leurs études. Tu es la meilleure belle-sœur qu'on puisse rêver, merci de nous avoir couverts toutes ces années. Devon est resté assis dans le noir. Le visage illuminé par la lueur bleue de l'écran. Les larmes coulaient en silence sur ses joues. 17 ans de mariage. 3 enfants qu'il croyait être les siens. Des sacrifices innombrables. Tout reposait sur un mensonge. Un tissu de trahison. Et au matin, ses larmes avaient séché. Quelque chose de bien plus dur les avait remplacées. Chapitre 3, l'hiver du jugement. Pendant le mois qui suivit, Devon se déplaça avec une précision chirurgicale. Il contacta Montgomery Biotech pour des tests ADN accélérés, utilisant des échantillons de cheveux de chacun des enfants. Les résultats confirmèrent ce qu'il savait déjà. Aucun lien génétique avec les 3 enfants qu'il avait élevés. Et aimés. Il consulta un avocat, Philip Ham, un ancien client, spécialisé dans les divorces aux enjeux financiers complexes. Il lui fit jurer un secret absolu. Ils ne peuvent pas vider des comptes que tu ne possèdes plus, conseilla Philippe. Et si elle prépare ce que tu penses, il faut agir vite. Devon ouvrit de nouveaux comptes chez Meridian Trust, prétextant une restructuration fiscale. Il liquida ses investissements personnels. Convertit une partie de ses avoirs en or et en crypto-monnaies. Ouvrit des comptes offshore. Des méthodes qu'il n'aurait jamais envisagées auparavant. Mais qu'il appliqua désormais avec un sang-froid glacial.
Par l'intermédiaire de Philippe, il acheta un modeste condo à Seattle, via une société écran. Il obtint une nouvelle identité, parfaitement légale, mais intraçable, grâce à des connexions dont Philippe ne révéla jamais les noms, mais certifia l'authenticité. Et les enfants? Demanda Philippe lors de leur dernier rendez-vous. Devon ne s'y a pas. Son regard s'était durci. Ce ne sont pas les miens. Ils ne l'ont jamais été. Mais, je laisse à chacun un fonds en fiducie qu'ils pourront débloquer à 25 ans. Le dernier geste d'un homme qu'ils ont appelé papa. Et Vanessa? Elle recevra exactement ce qu'elle mérite. La veille de Noël, dans l'après-midi, Devon retira $10 000 en liquide, acheta les derniers objets nécessaires, et s'enregistra au Four Seasons Hotel, au centre-ville, sous son nouveau nom. Roland Mitchell. Chez lui, il se comporta comme l'époux et le père parfait. Un sapin de 3 mètres, les lumières accrochées autour de la maison, les préparatifs pour le réveillon familial. Personne n'aurait pu deviner que ce serait sa dernière performance dans ce rôle qu'il avait joué pendant 17 ans. Pendant que Vanessa emmenait les enfants faire les derniers achats de Noël, Devon compléta ses préparatifs. Dans le coffre-fort de la chambre, il plaça 3 enveloppes. Chacune contenait les résultats ADN, ainsi que les preuves de l'infidélité de Vanessa, de ses manipulations financières, et de son plan de fuite. Une 4e enveloppe, il la laissa pour sa sœur Lena. La soirée de Noël fut idyllique. Les voisins, les amis, la maison emplie de rire. Vanessa, l'hôtesse parfaite. Elle croisa parfois le regard de Brison, de l'autre côté de la pièce. Depuis 3 ans, il était invité comme ami de la famille. Lena arriva en retard. Elle tira Vanessa et Brison à part pour une brève conversation chuchotée, qui se termina par des sourires crispés et des hochements de tête. Devon les observer tous. Il enregistra chaque visage, chaque réaction. Pour le jugement qui viendrait. Après minuit. Les invités partis. Les enfants endormis, rêvant au matin de Noël. Devon et Vanessa finissaient de placer les derniers cadeaux sous le sapin. « J'ai une surprise en avance pour toi, » dit Devon, tendant une petite boîte. À l'intérieur, un bracelet en diamant qu'elle avait repéré quelques mois plus tôt. Les yeux de Vanessa s'agrandirent, sincèrement surprise. « C'est magnifique !» murmura-t-elle, une lueur de culpabilité traversant brièvement son visage. « Rien que le meilleur pour toi, » répondit Devon, son sourire ne touchant pas ses yeux. « Et j'ai une autre surprise, mais celle-là, c'est pour demain matin. » À 4h30, pendant que la maison dormait, Devon chargea en silence ses dernières affaires dans son pick-up. Il déposa une dernière enveloppe sur le comptoir de la cuisine. À l'intérieur, une lettre. Une lettre qui conduirait Vanessa au coffre-fort. Et à la vérité. Sous les flocons qui effaçaient ses traces. Devon Hardgrove s'éloigna de Millfield. Loin de la vie qu'il avait bâtie. Loin des mensonges qu'il avait alimentés. Dans le rétroviseur, les lumières de Noël de son ancienne maison s'estompaient. Jusqu'à disparaître complètement. Et à l'aube, quand sa famille découvrirait la vérité dévastatrice. Devon Hardgrove n'existerait déjà plus. Roland Mitchell roulait vers Seattle. Vers un nouveau départ. Bâti sur les cendres de la trahison. Avec la vengeance brûlant doucement en lui. Froide, méthodique et sans pitié. Chapitre 4, la renaissance du phénix. Roland Mitchell, autrefois Devon Hardgrove, était assis dans un condo sobrement meublé à Seattle. Le regard perdu sur la ville à travers des vitres striées de pluie. 3 mois s'étaient écoulés depuis ce matin de Noël. Quand il avait quitté les ruines de sa vie passée. Grâce à Philippe, il suivait les conséquences. Les tentatives désespérées de Vanessa pour accéder à des comptes vidés. La vente précipitée de la maison familiale à perte. Et son déménagement hâtif au Costa Rica, avec Brison et les enfants. Usant des dernières miettes de leur fortune. Le journal local avait publié un bref article. Un homme d'affaires disparaît après avoir révélé un scandale familial. Lena avait donné une interview en larmes, prétendant ignorer l'affaire. Présentant Devon comme instable et vindicatif. La communauté, dans son ensemble, avait pris le parti de Vanessa.
La mère abandonnée de 3 enfants. Roland en riait amèrement. Il n'avait abandonné rien qui lui appartienne vraiment. Puis, le téléphone sonna. Une ligne sécurisée, connue de seulement 2 personnes. La propriété au Costa Rica les Seigna Blanc, rapporta Philippe. Les frais d'entretien, le personnel, les taxes imprévues. Et la tentative de Brison d'ouvrir une salle de sport de luxe là-bas, un échec. Le charme du couple américain exotique s'est vite dissipé. Elena a divorcé. Harrison est parti lorsque le scandale a éclaté. Aujourd'hui, elle vend de l'immobilier, à peine de quoi joindre les deux bouts. Roland encaissa l'information sans éprouver la moindre satisfaction. Ce n'était pas suffisant. Loin de l'être. Pas pour ce qu'ils avaient fait. Ce soir-là, alors qu'il examinait de nouvelles opportunités d'investissement, Roland reçut un coup frappé à sa porte. Devant lui se tenait un homme dans la soixantaine. Cheveux argentés, costume impeccable. Roland Mitchell, dit-il en tendant la main. Solomon Reeves. Philippe a suggéré que nous nous rencontrions autour d'un dîner dans un club privé avec vue sur Puget Sound. Solomon exposa sa proposition. Milliardaire autodidacte, proche de la retraite, il cherchait quelqu'un pour reprendre certains pans de son empire économique. Quelqu'un d'intelligent, déterminé, et qui n'avait plus rien à perdre. Philippe m'a raconté ton histoire, dit Solomon en faisant tournoyer un liquide ambré dans son verre. Les grandes lignes. Pas les détails. Les hommes comme nous, trahis par ceux qui nous étaient les plus proches. Nous voyons le monde autrement. Et toi, demanda Roland. Comment as-tu été trahi? Les yeux de Solomon s'assombrirent. Ma femme. Et mon associé. Il y a 30 ans. Ils ont détourné des millions, ont fui en Europe. J'ai passé 5 ans à les traquer, à détruire leur vie, morceau par morceau. Et ensuite, j'ai compris. La vengeance seule me laissait vide. Construire quelque chose de plus grand que ce qu'on m'avait pris, voilà la véritable victoire. Au fil des semaines, Roland découvrit que Solomon possédait des terminaux dans 3 ports majeurs, de vastes propriétés immobilières, et des participations stratégiques dans des entreprises technologiques développant des systèmes d'automatisation pour le transport maritime et la logistique. Mais le plus intrigant, c'était ce terrain. Un vaste territoire non aménagé, près de Millfield. Une terre qui allait valoir une fortune si l'expansion de l'autoroute, encore à l'état de rumeur, devenait réalité. Pourquoi moi? Demanda Roland lors de leur 4e rencontre. Tu pourrais engager n'importe qui. Solomon le fixa, intensément. Parce que tu comprends la valeur. Et la perte. Et parce que je reconnais ce regard dans tes yeux. Celui de quelqu'un qui prépare bien plus que sa simple survie. Roland ne démentit pas. Je t'offre plus qu'un emploi, poursuivit Solomon. Je t'offre les ressources nécessaires à ce que tu prépares. En échange de ton expertise. Et de ta loyauté. Et si mes plans ne coïncident pas avec tes intérêts? Solomon esquissa un sourire fin. Alors, nous trouverons l'intersection où ils se croisent. À l'été, Roland était devenu un membre du cercle restreint de Solomon. Il en apprenait chaque rouage, chaque subtilité. Et il mit en œuvre des améliorations qui augmentèrent l'efficacité et les profits. Il absorbait la connaissance avec voracité. Réglementation maritime. Banque internationale. Brevet technologique. Développement immobilier. Autant d'armes à affûter, pour le moment venu. À l'automne, Solomon reçut un diagnostic brutal, cancer du pancréas. Pronostic sombre, 6 mois. 1 an, peut-être. Ce qui accélère notre calendrier, dit-il à Roland, debout sur le pont de son yacht. Pourquoi? Pour faire de toi, mon successeur. Ce qui suivit fut un transfert de pouvoir intensif juridique, financier, personnel. Solomon présenta Roland à ses contacts clés dans le monde entier. Des banquiers en Suisse. Des innovateurs technologiques de la Silicon Valley. Des responsables politiques dont les campagnes avaient été discrètement financées. Ils posent des questions sur ton passé, dit Solomon après une réunion. Qu'est-ce que tu leur as répondu? Que, comme moi,
tu tiens à ta vie privée. Mais que, contrairement à moi, tu représentes l'avenir. Il eut une violente quinte de toux. Du sang sur ses lèvres. Et que quiconque aura un problème avec toi, en aura un avec ma succession. Et mes volontés seront respectées, bien après ma mort. L'hiver venu, Solomon était confiné à son manoir. Roland gérait alors l'ensemble des opérations. Leurs conversations nocturnes s'étendaient parfois jusqu'à l'aube. Solomon lui transmettait sa sagesse. Tandis que Roland dévoilait, peu à peu, son passé. Et ses intentions. La vengeance, ce n'est pas seulement punir, lui dit Solomon un soir. C'est reprendre le pouvoir qu'on t'a volé. Mais souviens-toi. Le vrai pouvoir, c'est aussi de choisir quand ne pas frapper, autant que quand frapper. Solomon Reeves s'éteignit par un matin de printemps, sous un ciel clair. Il laissa à Roland Mitchell l'héritage de son empire. Avec des instructions précises pour sa gestion. La presse financière spéculait à outrance sur cet héritier inconnu. Qui venait d'hériter d'un empire. Lors de la cérémonie privée, en présence de l'élite mondiale, Roland se tenait seul près du cercueil. « Je ferai en sorte que ta foi en moi ait un sens, murmura-t-il. Et je me servirai de tout ce que tu m'as appris, pour régler mes comptes. » Ce soir-là, dans le bureau de Solomon, devenu désormais le sien, Roland ouvrit un dossier. Tout ce qu'il avait appris sur Millfield en un an. Le maire, Calvin Prescott, avait validé des modifications de zonage. L'expansion de l'autoroute devenait une certitude. Les valeurs foncières allaient exploser. Il était temps de lancer la prochaine phase de son plan. Chapitre 5 – Forger la lame. 5 ans après sa disparition de Millfield, Roland Mitchell avait transformé l'empire de Solomon en quelque chose de plus redoutable encore. Reeves Mitchell Holdings contrôlait désormais des infrastructures clés et de vastes domaines immobiliers dans tout le nord-ouest du Pacifique. Ses ramifications s'étendaient désormais jusqu'aux marchés émergents du monde entier. Roland lui-même avait changé tout autant. Fini l'ouvrier à l'allure rude et marquée par le labeur. Place à un titan du monde des affaires, poli, élégant. Ses cheveux sombres affichaient désormais des tempes argentées, nobles. Il arborait une barbe taillée avec précision, altérant subtilement son apparence, offrant l'anonymat quand il le fallait. Son corps, jadis forgé par le travail manuel, était aujourd'hui sculpté par l'entraînement aux arts martiaux, une discipline que Solomon lui avait recommandée, pour le corps autant que pour l'esprit. Mais derrière les costumes sur mesure, et les manières raffinées, le noyau brûlant de rage froide subsistait. Conservé, figé, comme un insecte dans l'ambre. Prêt à être libéré. Grâce à son réseau étendu, Roland surveillait les vies de ceux qui l'avaient trahi. Vanessa et le rêve de Brison au Costa Rica s'était effondré en moins de 2 ans. Ils étaient revenus aux États-Unis, s'installant à Phoenix, où Brison survivait tant bien que mal comme employé dans une salle de sport commerciale, tandis que Vanessa travaillait dans la vente au détail. Leur relation, mise à rude épreuve par les tensions financières, s'était dégradée, séparation fréquente, réconciliation précaire. Les enfants, désormais de jeunes adultes, s'étaient dispersés. Clayton fréquentait un community college, Noël travaillait comme barman, et Wyatt, encore au lycée, vivait principalement avec Vanessa. Lena, elle, ne s'était jamais remise du scandale. Après avoir perdu sa licence immobilière pour violations éthiques, elle avait enchaîné les emplois, incapable de redorer une réputation en lambeaux. Roland observait tout cela avec un détachement clinique. Pour lui, leur lutte n'était qu'un prélude à ce qu'il avait planifié. Les conséquences naturelles ne suffisaient pas. Il voulait être l'architecte de leur chute. Sous prétexte d'étendre les activités de Reeves Mitchell Holdings, Roland avait méthodiquement acquis des propriétés et entreprises dans tout Millfield et ses environs. En utilisant des sociétés écrans et des prête-noms, il avait racheté l'immeuble de l'ancienne salle de sport de Brison, le complexe de bureaux où Lena avait jadis travaillé, puis, petit à petit, des biens stratégiques à travers le centre-ville de Millfield. Son acquisition la plus décisive s'était produite lorsqu'il avait appris, via ses réseaux dans l'industrie, que le maire Prescott avait discrètement accéléré l'approbation d'un projet d'extension de l'autoroute, positionnant certains promoteurs pour en tirer des bénéfices colossaux. S'emparant de cette information,
Roland avait silencieusement sécurisé des options sur des parcelles clés le long du tracé prévu. Il avait ensuite utilisé cette position pour contraindre une grande société de développement immobilier à accepter un partenariat. « Tu as monopolisé le marché avant même qu'il ne sache qu'il existait », fit remarquer Diane Wu, sa directrice financière et l'une des rares personnes en qui il avait confiance. « Il faut voir l'échiquier quand les autres ne regardent que les pièces », répondit Roland, une leçon que Solomon lui avait martelée. À la 7e année de son exil auto-imposé, la fortune de Roland s'élevait à plusieurs milliards, concentrée principalement à Millfield et dans ses environs. La ville qu'il avait autrefois vue naître était désormais, sans le savoir, largement sous son contrôle. C'est à cette époque que Roland entama les préparatifs finaux de son retour. Il fonda un nouveau siège pour les opérations nord-ouest de Reeves Mitchell, une tour étincelante de verre et d'acier en périphérie de Millfield, visible depuis l'autoroute. Les médias locaux saluèrent une aubaine économique, sans se douter de qui contrôlait réellement l'entreprise. Roland cultiva des relations avec les puissants actuels de Millfield toujours par l'intermédiaire de tiers, se positionnant comme un bienfaiteur mystérieux, passionné par le développement de la ville. Des dons anonymes revitalisèrent le centre communautaire, financèrent des programmes scolaires et permirent la création d'une clinique médicale dans le quartier défavorisé de l'Est. « Ces gens ont détruit ta vie », fit remarquer Diane lors d'une séance de stratégie. « Pourquoi améliorer leur ville ? » « Je ne l'améliore pas pour eux, » répondit Roland. « Je prépare la scène. Un magicien dirige ton regard exactement où il le veut, avant que le vrai tour ne commence. » 8 mois avant la date prévue de son retour, Roland lança la phase suivante. Par une série d'investissements stratégiques et de rachats par effet de levier, Reeves Mitchell prit le contrôle de l'employeur principal de Millfield, Westland Manufacturing. Il sauva l'entreprise de la faillite, sécurisant ainsi les emplois de centaines de résidents. La ville acclama la société comme son sauveur. En quête de réélection, le maire Prescott invita publiquement le PDG de Reeves Mitchell Holdings à la célébration du centenaire de Millfield, espérant s'approprier le mérite de cette renaissance économique. « Allez-vous accepter ?» demanda Thomas Sharp, chef de la sécurité de Roland et autres fidèles confidents. Le sourire de Roland était glacial. « Je ne manquerai ça pour rien au monde. » Dans les derniers mois, Roland accéléra ses préparatifs. Il acheta le plus somptueux domaine de Millfield, un manoir moderniste surplombant le lac, visible depuis son ancien quartier. Il organisa pour que Bryson Phelps se voie proposer un poste de gestion au sein d'une chaîne nationale de fitness ouvrant à Millfield, avec aide au déménagement, un moyen subtil de provoquer son retour. Par des voies détournées, il facilita l'embauche de Vanessa dans une boutique haut de gamme du nouveau centre commercial du centre-ville. Le plus soigneusement orchestré fut son approche envers Lena. En difficulté financière dans une ville voisine, elle reçut une offre, diriger une nouvelle fondation caritative à Millfield, prétendument financée par Reeves Mitchell dans le cadre de son initiative d'engagement communautaire. 1 à 1, les pions de l'échiquier de Roland se mirent en place. Attirés par l'opportunité, inconscients qu'ils étaient tous piégés dans une toile savamment construite. 10 ans après sa disparition de Millfield, Roland Mitchell, désormais universellement reconnu comme l'héritier milliardaire de Solomon Reeves, se préparait à revenir dans la ville témoin de la plus grande humiliation de Devon Harrov. Il se tenait devant le miroir de son Pantouse à Seattle, étudiant un visage transformé par le temps, la richesse et un dessin implacable. « Il est temps, dit-il à son reflet. Tant que les comptes soient réglés. » Chapitre 6 et le retour du fils prodigue. Le soleil de juillet écrasait la place de Millfield tandis que la foule affluait pour la célébration du centenaire. Des banderoles proclamant « Sang de communauté » flottaient au vent, et les vendeurs locaux bordaient les abords, proposant tous des objets artisanaux aux délices de fêtes foraines. Au centre de tout cela se tenait le maire Calvin Prescott, transpirant sous le col de son costume, consultant sa montre à répétition. Le mystérieux PDG de Reeves Mitchell Holdings, l'entreprise ayant ressuscité l'économie de Millfield, devait faire sa première apparition publique dans la ville. Prescott avait bâti l'essentiel de sa campagne de réélection autour de ce partenariat. Un frémissement parcourut la foule quand 3 SUV noirs arrivèrent sur la place. Des agents de sécurité, oreillettes discrètes, établirent un périmètre, et la porte du véhicule central s'ouvrit. Roland Mitchell en sortit. Impeccable dans un costume anthracite taillé sur mesure, il balaya la scène du regard,
avec une assurance froide et mesurée. Ceux qui avaient connu de von Harrov auraient pu percevoir une légère ressemblance à un angle de mâchoire, une intensité dans le regard médisant, des changements physiques significatifs et le prisme des attentes rendait toute reconnaissance immédiate impossible. Le maire Prescott se précipita, main tendue. « Monsieur Mitchell. Quel honneur de vous rencontrer enfin en personne. Millfield vous accueille à bras ouverts. » Roland esquissa un sourire maîtrisé, impassible. « L'honneur est pour moi, monsieur le maire. » Solomon a toujours vanté le potentiel de cette région. Tandis qu'il se dirigeait vers la scène, Roland scruta la foule avec méthode. À l'avant, il aperçut Lena, professionnelle mais nerveuse dans son nouveau rôle de directrice de la fondation. Son regard était fixé sur lui, intense, comme si elle tentait de replacer un visage à moitié oublié. Vanessa n'était pas là, elle travaillait à Luminou, la boutique où Roland avait arrangé son embauche via des intermédiaires. Brison, en revanche, se trouvait à l'arrière de la foule, sa silhouette athlétique légèrement alourdie par l'âge, vêtu d'un polo orné du logo de Supreme Fitness, où il occupait désormais le poste de directeur régional. Quant aux enfants, qui n'étaient plus des enfants, ils étaient dispersés à travers la ville. Clayton travaillait dans le magasin de technologie du centre commercial, Noël avait décroché un poste dans un restaurant chic du centre-ville, et alors que Wyatt se préparait à commencer ses cours à l'université à l'automne, tous les acteurs clés étaient en place, inconscients qu'ils n'étaient que des personnages dans un drame scénarisé des années auparavant. L'introduction du maire Prescott fut pompeuse, mettant en lumière les investissements de Reeves Mitchell dans la ville et la prospérité qu'ils avaient apportée. Lorsque Roland prit le micro, un silence solennel s'abattit sur la foule. Millfield occupe une place particulière dans la vision de mon entreprise, commença Roland, sa voix portant à travers toute la place. Certains pourraient la considérer comme un choix improbable pour notre siège régional, mais moi, je vois ici quelque chose que d'autres ont manqué, la résilience, le caractère, et un potentiel inexploité. Pendant qu'il parlait, Roland remarqua le changement d'expression de Lena, de la curiosité à la confusion, jusqu'aux premières lueurs de l'alarme. Elle commençait à voir au-delà de la barbe, de la coiffure travaillée, des manières raffinées. Elle commençait à reconnaître le fantôme de son beau-frère, celui qu'elle avait contribué à trahir. Aujourd'hui, j'annonce la création de la fondation Reeves Mitchell, dotée d'un capital initial de 50 millions de dollars, dédié au développement continu de Millfield, poursuivit Roland, déclenchant une salve d'applaudissements dans la foule. Mais au-delà de l'investissement financier, je prends un engagement personnel, à compter d'aujourd'hui, je vais m'installer à Millfield pour superviser nos opérations sur place. L'annonce provoqua un remous d'excitation. La présence d'un milliardaire rehausserait considérablement le prestige de la ville. Le maire Prescott rayonnait littéralement à ses côtés. Mon entreprise croit en la responsabilité, autant qu'en les secondes chances, ajouta Roland, une dureté glaciale s'infiltrant dans sa voix, perceptible uniquement par ceux qui le connaissaient bien. Dans les mois à venir, vous verrez cette philosophie à l'œuvre dans tout Millfield. Après le discours, lors de la réception à l'hôtel de ville, Roland circulait parmi l'élite de Millfield, charmant, perspicace, livrant des observations subtiles sur l'économie régionale, révélant à quel point il avait surveillé de près la zone. Il évita soigneusement tout contact direct avec Lena, mais veilla à ce qu'elle reste dans son champ de vision, observant avec une satisfaction silencieuse son malaise grandissant. Alors que la soirée touchait à sa fin, le maire Prescott accompagna personnellement Roland jusqu'à son véhicule. « Nous avons prévu un dîner de bienvenue la semaine prochaine chez Bellamy's, annonça le maire. Tous les citoyens les plus influents de la ville seront présents. Je m'en réjouis, répondit Roland. Mais d'abord, j'aimerais me familiariser avec la ville. Peut-être pourriez-vous organiser une visite complète, y compris des quartiers moins favorisés. Je crois en l'importance de comprendre une communauté sous tous ses angles. Bien sûr, acquiesça Prescott avec empressement. Mon bureau va tout coordonner. Alors que le SUV de Roland s'éloignait, il s'appuya contre le siège en cuir, repassant mentalement le déroulé de la journée. La première phase avait été exécutée sans accroc, sa présence était établie, son pouvoir démontré, les premières graines de reconnaissance et d'inquiétude plantées. Son téléphone vibra. Un message de Thomas Sharp. J'ai passé 3 appels après le discours, V, B, et un numéro enregistré au nom de C. Tous brefs.
tous en détresse. Roland sourit. Léna l'avait reconnu ou du moins, elle soupçonnait suffisamment pour alerter les autres. Parfait. Qu'il ressente les premières secousses du tremblement de terre qu'il avait soigneusement planifié. Le lendemain matin, Roland commença à établir sa présence visible à Millfield. Il prit son petit déjeuner dans le café branché du centre-ville, là où il savait que Vanessa passerait sur le chemin du travail. Il visita ensuite brièvement le quartier commerçant, entra dans la boutique Luminou, où Vanessa servait un autre client. Leurs regards se croisèrent un instant, les siens professionnels, sans reconnaissance. Les siens, volontairement impénétrables. Plus tard, il se rendit chez Supreme Fitness, prétextant vouloir envisager un programme d'abonnement pour ses employés. Brison lui-même lui fit la visite obséquieux, empressé, sans jamais soupçonner qu'il décrivait les équipements à l'homme dont il avait détruit la vie. Chaque rencontre était calculée. Chaque interaction, une manœuvre de guerre psychologique. Roland savait qu'ils allaient croiser leurs impressions, essayer de déterminer si ce nouvel homme puissant était bien celui qu'ils avaient trahi 10 ans plus tôt. Leur incertitude était une arme en soi. À la fin de la semaine, Roland avait été vu un peu partout à Millfield, déclenchant excitation et spéculation à chaque apparition. Sa demeure, un manoir surplombant le lac, devint le sujet de fascination locale, en particulier lorsque des habitants observateurs remarquèrent qu'il offrait une vue directe sur le quartier plus modeste où vivait autrefois la famille Hargrove. Lors du dîner de bienvenue chez Bellamy S, Roland se retrouva assis en face de Léna qui, visiblement, avait longuement hésité avant d'assister à l'événement. Son teint était pâle, ses gestes nerveux. Au troisième plat, Roland s'adressa à elle pour la première fois. « Mademoiselle Wilcox, je crois comprendre que vous dirigez notre nouvelle fondation. Votre parcours semble éclectique. » Le verre de vin de Léna trembla légèrement. « Oui, j'ai travaillé dans différents secteurs dans la région, y compris l'immobilier, je crois, avant que certaines complications éthiques ne surviennent. » Le ton de Roland resta aimable, mais ses yeux capturèrent les siens avec une intensité glaciale. Autour d'eux, les conversations continuaient. Personne ne remarqua la tension entre eux, sauf Thomas Sharp, assis à une table voisine. Ce n'était qu'un malentendu, balbutia Léna. Je trouve qu'il existe peu de véritables malentendus dans la vie, répondit Roland. Seulement des conséquences que l'on n'est pas préparé à affronter. Il leva son verre pour porter un toast. À la clarté, mademoiselle Wilcox. Puissions-nous tous l'atteindre un jour. Plus tard dans la nuit, après le départ des autres invités, Roland s'attarda, engageant une conversation avec le maire Prescott sur l'histoire de la ville. Délibérément, il orienta le sujet vers des événements marquants de la décennie passée. Il me semble avoir lu quelque chose à propos d'un homme d'affaires local qui aurait disparu. Un vrai scandale, non, demanda Roland, faussement innocent. Prescott, légèrement éméché après plusieurs verres de bourbon, hocha vigoureusement la tête. Hargrave. Oui, devant Hargrave. Une histoire terrible. Parti le matin de Noël, imaginez. Après avoir découvert la liaison de sa femme avec son entraîneur personnel. Il est même parti avec des tests ADN prouvant que les enfants n'étaient pas les siens. Quelle dévastation. Roland commenta calmement. Et qu'est-il advenu de la femme et l'entraîneur, c'est vrai, ils sont de retour en ville maintenant, dit Prescott en baissant la voix d'un ton conspirateur. L'économie à Millfield est meilleure que dans la plupart des endroits, grâce à toi. Ils travaillent tous les deux en centre-ville, mais ils restent discrets. Le scandale n'avait jamais vraiment disparu, comme une tache indélébile. Et l'homme, Hargrove, a-t-on jamais retrouvé sa trace? Prescott secoua la tête. Disparu complètement. Certains disent qu'il a refait sa vie à l'étranger. D'autres imaginent des fins plus sombres. Un homme qui perd tout comme ça. Qui sait ce dont il est capable? Roland hocha lentement la tête, pensif. En effet. Alors que sa voiture s'éloignait des Bellamy, Roland ouvrit son ordinateur portable pour consulter les derniers rapports de son équipe de sécurité. Chaque personne qu'il avait trahi était désormais sous surveillance discrète. Leur déplacement suivi. Leur communication interceptée. Leurs failles méticuleusement répertoriées. Les fondations étaient en place.
Les pions, alignés. La véritable partie pouvait commencer. Roland Mitchell, autrefois de Von Harrove, regardait les lumières scintillantes de Millfield depuis son manoir perché sur la colline. De cette hauteur, la ville ressemblait à une maquette, ses habitants à des figurines prêtes à être manipulées à sa guise. Et c'est ainsi que tout commence, murmura-t-il. Chapitre 7, Ouverture. 2 mois après son retour à Millfield, Roland Mitchell était devenu la figure la plus influente de la ville. Sa présence lors des événements communautaires était célébrée. Ses conseils économiques, recherchés par les entrepreneurs locaux. Sa philanthropie, encensée dans la presse régionale. Depuis cette position de pouvoir, il entama méthodiquement le démantèlement de ceux qui l'avaient trahi. Le premier coup fut subtil. Lors d'une réunion du conseil de la fondation Reeves Mitchell, Roland évoqua avec désinvolture des incohérences dans les procédures comptables mises en place par Lena Wilcox. Rien de grave, rassura-t-il les autres membres. Mais en matière de gouvernance financière, la précision est essentielle. Je propose de faire appel à des auditeurs pour un examen complet. Une procédure standard dans toutes mes entreprises. L'audit ne révéla aucune irrégularité majeure. Mais le processus lui-même plongea Lena dans un climat d'angoisse et de pression intense. Chaque soir, après de longues heures d'interrogatoire avec l'équipe d'audit, elle rentrait dans son modeste appartement, de plus en plus convaincue que son beau-frère était revenu pour la tourmenter. 2 fois, elle tenta d'organiser des rendez-vous privés avec Roland. 2 fois, son bureau repoussa poliment, avant de finalement décliner en invoquant son emploi du temps surchargé. Cet évitement délibéré était une stratégie, laisser le poisson s'épuiser à la ligne. Pendant ce temps, Roland mettait en œuvre la seconde phase de son plan. Par le biais d'une société écran, il racheta l'hypothèque de la maison récemment acquise par Brison, un bien pour lequel celui-ci s'était lourdement endetté, espérant retrouver un semblant du luxe qu'il avait brièvement goûté au Costa Rica. Simultanément, Roland orchestra le rachat de Supreme Fitness par une chaîne nationale, secrètement contrôlée par Reeves Mitchell Holdings. La restructuration qui s'ensuivit relégua Brison à un poste bien moins prestigieux, dans un centre commercial en déclin, avec une baisse de salaire à la clé. La société hypothécaire, suivant les instructions invisibles de Roland, refusa la demande de refinancement de Brison, évoquant ses revenus diminués et des antécédents de crédit défavorables. La pression financière monta, exactement comme prévu. Pour Vanessa, Roland adopta une approche différente. Il s'arrangea pour que Lumino devienne le fournisseur exclusif de cadeaux d'entreprise pour les opérations régionales de Reeves Mitchell. Une opportunité lucrative qui mit Vanessa en contact direct avec l'équipe d'approvisionnement, exigeante et impitoyable. Pour la première fois depuis des années, son expertise en vente au détail fut véritablement valorisée. Sa carrière autrefois stagnante semblait renaître. Elle fait des heures supplémentaires pour répondre à nos commandes, rapporta Thomas lors du briefing du soir dans le domaine de Roland. Brison devient de plus en plus amer face à son succès, pendant qu'il se débat. Roland hocha la tête, satisfait. Et les enfants? Clayton réagit très bien au programme de mentorat tech que vous avez mis en place. Il ignore totalement que vous l'avez personnellement sélectionné d'après sa candidature. Le restaurant de Noël est réservé pour 3 événements d'entreprise le mois prochain. Wyatt a reçu la bourse anonyme pour l'université d'État. Parfait, répondit Roland. Ils ne sont pas responsables des péchés de leur mère, mais ils représentent des leviers de pression utiles. Thomas hésita. Monsieur, si je peux me permettre, quel est exactement votre objectif final avec ces gens? Roland s'approcha de la fenêtre, contemplant le lac qui séparait son manoir de son ancien quartier. Ils m'ont tout pris, Thomas. Mon mariage. Mes enfants. Mon identité. Ma confiance. Ils ont conspiré pendant des années, riant de mon ignorance pendant que je m'épuisais à les faire vivre. Son reflet dans la vitre esquissa un sourire glacial. Aujourd'hui, je contrôle leurs revenus, leur maison, leur avenir, et ils ne s'en rendent même pas compte. Mais ils le comprendront. 3 jours plus tard, Roland organisait une soirée de gala pour la levée de fonds en faveur de l'extension de l'hôpital de Millfield. Un événement qui attira toutes les personnes influentes de la ville. Il avait soigneusement arrangé les choses, Noël faisait partie du personnel de service.
Luminou fournissait les sacs cadeaux pour les invités. Et Léna devait faire une brève présentation sur les initiatives de santé de la fondation. Tandis qu'elle parlait nerveusement depuis le pupitre, Roland l'observait attentivement, notant les ombres sous ses yeux, le léger tremblement de ses mains. Lorsqu'elle termina, il s'approcha d'elle et lui parla assez doucement pour que seule elle puisse l'entendre. « Tu n'as pas bonne mine, Léna. Presque comme si tu portais un fardeau trop lourd à supporter. » Ses yeux s'écarquillèrent, mêlant la reconnaissance à la peur. « C'est toi, murmura-t-elle. » Roland afficha un sourire agréable pour les éventuels observateurs. « Comment va Vanessa, ces derniers temps? Toujours en train de tisser des tromperies élaborées, où s'est-elle trouvé de nouveaux passe-temps? » Devons, commença Léna. Cet homme n'existe plus, la coupa Roland, une dureté d'acier cachée sous son ton cordial. Toi et ta sœur y avez veillé. Mais je suis curieux. Est-ce que ça en valait la peine? Aider à détruire un homme bien, qui vous faisait confiance, toutes les deux? Avant qu'elle ne puisse répondre, Roland se tourna pour saluer le maire Prescott, laissant Léna visiblement secouée. Tout au long de la soirée, il maintint son rôle d'hôte charmant, tout en se positionnant stratégiquement pour observer les ondes de choc provoquées par sa présence. Plus tard dans la nuit, Léna passa 4 appels téléphoniques paniqués, 2 à Vanessa Brison et 2 aux enfants. Au matin, l'équipe de surveillance de Roland rapporta une activité accrue dans toute leur résidence. La proie s'agitait, consciente de la présence du prédateur mais incapable d'échapper à la cage invisible qu'il avait construite autour d'eux. La semaine suivante marqua la première confrontation directe. Vanessa se présenta au bureau de Roland, ayant utilisé sa position de gestionnaire de compte chez Luminou pour obtenir une entrevue sous le prétexte de discuter des colis cadeaux des fêtes à venir. Roland la laissa entrer dans son vaste bureau. Il l'observait passivement alors que la reconnaissance se peignait sur son visage. « Mon Dieu » souffla-t-elle. « C'est toi. » Roland désigna une chaise en face de son bureau. « Vanessa. Tu as l'air plus vieille. » Elle resta debout, le choc laissant place à l'appréhension. « Que fais-tu ici, après tout ce temps? »« Je construis un empire, » répondit Roland calmement. « Et toi? À part vivre dans les décombres de tes décisions. Si tu es venu pour te venger. » La vengeance? Le rire de Roland n'avait aucune chaleur. Un concept si limité. Je suis passé bien au-delà de ces idées simplistes. Alors pourquoi revenir? Pourquoi tout ça? Demanda-t-elle en désignant vaguement le luxe qui les entourait. Roland se pencha en avant, laissant son masque de civilité glisser un instant. Parce que je voulais que tu vois ce que tu as sacrifié. La vie que tu aurais pu avoir, si tu avais été digne de loyauté. Il fit une pause, laissant ses mots s'ancrer. Et Brison, toujours l'homme de tes rêves. Où la réalité s'est-elle révélée, décevante? Le masque de Vanessa se fissura. Laisse-nous tranquilles, Devon. Ça fait 10 ans. Roland, la corrigea-t-il. Devon est mort un matin de Noël, il y a 10 ans. Tu as assisté à ses funérailles, tu les as même célébrées, si je me souviens bien. Il appuya sur un bouton sur son bureau. Mademoiselle Chin, veuillez raccompagner Mademoiselle Hara au dehors. Nos affaires sont terminées. Tandis que la sécurité reconduisait Vanessa, Roland nota avec satisfaction que la peur avait remplacé sa défiance initiale. La première reconnaissance directe avait eu lieu. La partie était désormais ouverte. Ce soir-là, comme prévu, Brison se présenta au domaine de Roland, ayant forcé le passage de la sécurité du portail. Roland l'observait sur les moniteurs de surveillance tandis que Thomas l'interceptait dans l'allée circulaire. « Monsieur Mitchell ne reçoit pas de visiteurs sans rendez-vous », déclara Thomas fermement. « Dites à ce salaud que je sais qui il est. » cria Brison. « Qu'il vienne m'affronter comme un homme. » Roland activa l'interphone. « Par tous les moyens, monsieur Phelps. Venez m'affronter comme un homme. » Un choix de mots, intéressant, vu ton passé. Brison fut escorté jusqu'au bureau de Roland, sa colère à peine contenue. Une fois seul, Brison se lança dans une tirade d'accusations et de menaces que Roland écouta avec un amusement détaché. « Tu as terminé ?» demanda-t-il enfin, lorsque Brison reprit son souffle.
Parce que j'attends cette conversation depuis 10 ans. Et je préférerais qu'elle soit productive. Que veux-tu de nous? Lança Brison. De vous? Rien. Tu es insignifiant, dit Roland en se levant pour se verser un verre. Tu n'étais qu'un outil dans la trahison de Vanessa. Une arme pratique. Alors pourquoi revenir? Pourquoi prendre mon emploi, mon statut? Les sourcils de Roland se haussèrent légèrement. Les prendre? Je t'ai offert un emploi, un logement, des opportunités. Le fait que tu n'aies pas su en tirer profit n'est pas ma responsabilité. Tu joues avec nos vies. Non, Brison. J'observe simplement les conséquences naturelles se dérouler. La voix de Roland se durcit. Pensais-tu vraiment pouvoir bâtir ton bonheur sur une fondation de trahison? Tromper un homme pendant des années, prendre ses enfants, te moquer de son ignorance, et croire que cela mènerait à une vie épanouie. L'expression de Brison passa de la colère à l'inquiétude. Comment as-tu su? Je sais tout, le coupa Roland. Chaque message, chaque rendez-vous, chaque rire à mes dépens. J'ai eu 10 ans pour découvrir chaque détail de votre petite conspiration sordide. Les enfants ne sont pas à moi, murmura Brison. Comme tu le sais très bien, termina Roland pour lui. Et pourtant, tu as en grande partie abandonné tes responsabilités parentales envers eux. 3 enfants, tous biologiquement tiens. Et pourtant, quand as-tu parlé à Clayton pour la dernière fois? Ou assisté à un événement de Noël? Ton schéma de trahison s'étend à ton propre sang. Brison s'effondra dans un fauteuil, toute sa fanfaronnade disparut. Qu'est-ce que tu vas faire? Roland sourit froidement. Rien que tu puisses anticiper. Rien que tu puisses empêcher. Mais je te promets ceci, quand j'en aurai terminé, tu comprendras exactement ce que cela signifie, de tout perdre. Après le départ de Brison, Roland reçut des rapports d'une confrontation émotionnelle entre Vanessa et lui à leur domicile, suivi par Brison passant la nuit dans un motel. La pression montait. Exactement comme prévu. Parallèlement, Roland accéléra d'autres volets de sa stratégie. La chaîne nationale détenant Supreme Fitness annonça que le centre de Millfield serait fermé pour « réinvention », laissant l'avenir professionnel de Brison incertain. Luminou, de son côté, reçut une commande substantielle pour la saison des fêtes, assurant que Vanessa serait bien trop accaparée par le travail pour pouvoir contrer efficacement ses manœuvres. Mais le coup le plus significatif fut porté à Lena. Par une manipulation habile du conseil d'administration de la fondation, elle fut placée en congé administratif, le temps d'une enquête approfondie sur la gestion de l'organisation. Ainsi, elle se retrouva isolée de tout soutien et sans revenu. À mesure que l'automne s'enfonçait à Millfield, la toile tissée par Roland se resserrait autour de ceux qui l'avaient trahi. Chacun subissait les conséquences de son retour à sa manière, mais avec une intensité croissante. Sans savoir que tout ce qu'ils avaient enduré jusqu'ici, n'était que l'ouverture d'un jeu conçu pour une victoire totale. Chapitre 8. Les profondeurs de l'hiver. Décembre arriva à Millfield avec une amertume inhabituelle, apportant des températures glaciales et des vents tranchants, un reflet du conflit glacial grandissant entre Roland Mitchell et la famille qui avait trahi Devon Arrow. Sous les directives précises de Roland, l'étau s'était resserré méthodiquement au fil des mois d'automne. Brison, désormais sans emploi après le report indéfini de la réouverture de Supreme Fitness, avait sombré dans l'alcool. Sa relation avec Vanessa s'était encore détériorée au fil des lettres de rejet venant d'employeurs potentiels, des postes subtilement influencés par le réseau étendu de Roland. Vanessa, quant à elle, avait été promue acheteuse régionale pour Luminou, un poste en apparence prestigieux, mais qui exigeait de nombreux déplacements, exacerbant les tensions domestiques tout en l'éloignant de la prise de conscience du piège qui se refermait lentement autour d'elle. Lena, suspendue de la fondation et incapable de trouver un nouvel emploi, avait épuisé ses économies. Et confrontée à une expulsion imminente, ses tentatives de plus en plus désespérées de contacter Roland furent systématiquement bloquées, chaque rejet calculé avec précision pour maximiser son sentiment d'impuissance. Les enfants, désormais adultes, traversaient des fortunes diverses, par design. Clayton s'était vu offrir un poste de débutant dans une filiale de Reeves Mitchell Technologies, une opportunité en or qui ne fit qu'accentuer la tension avec son père, en difficulté.
Le restaurant de Noël était devenu le lieu préféré des événements d'entreprise, sa carrière florissait, tandis que la relation de ses parents se désintégrait lentement. Seul Wyatt semblait relativement épargné, étudiant à l'université, mais de plus en plus troublé par les nouvelles inquiétantes qu'il recevait de sa famille. Roland observait tout cela avec une satisfaction froide, depuis son manoir perché sur les hauteurs, tel un maître d'échecs contemplant les pièces s'aligner pour un échec et mat inévitable. « Vos mesures ont été efficaces », rapporta Thomas lors de leur briefing hebdomadaire sur la sécurité. Brison a manqué son paiement hypothécaire pour le 2e mois consécutif. La procédure de saisie débutera après le 3e. Roland hocha la tête. Elena ? Elle vend ses effets personnels en ligne. Elle a tenté de contacter Vanessa 16 fois cette semaine, mais obtient peu de réponses en raison de l'agenda de voyage de Vanessa. Excellent. Roland examina les photos de surveillance étalées sur son bureau. Il est temps de passer à la phase suivante. Le gala de Noël. La fête annuelle de Reeves Mitchell était devenue l'événement social le plus attendu de Millfield. Prévu pour le 23 décembre, soit exactement un jour avant le 10e anniversaire de la disparition de Devon. Le choix de la date n'était pas un hasard, et le symbole n'échapperait à aucun de ceux qui l'avaient trahi. Les invitations furent envoyées à l'élite de Millfield. Par instruction directe de Roland, Vanessa fut invitée en tant que représentante de Lumina. Clayton en tant qu'employé de la société. Et Noël, dont le restaurant assurait le service traiteur pour une partie de l'événement. Brison et Lena, eux, furent volontairement exclus d'une absence stratégique destinée à intensifier leur isolement. La nuit du gala arriva, avec des conditions hivernales dignes d'une carte postale. Une neige fraîche recouvrait le domaine de Roland, des lumières blanches scintillaient le long de l'allée sinueuse. Des sculptures de glace étincelaient dans les jardins. Le manoir s'était transformé en un véritable royaume hivernal. Laissant les invités sans voix à leur arrivée. Roland accueillait chaque invité personnellement. Resplendissant dans un smoking sur mesure. Hôte parfait au charme inépuisable en apparence. Quand Vanessa apparut, seule, tendue, tentant de naviguer entre son rôle de prestataire et de cible. Il l'accueillit avec une cordialité étudiée qui ne fit qu'accentuer son malaise. « Vous êtes ravissante ce soir », déclara-t-il assez fort pour être entendu des invités proches. Puis baissa la voix. « L'inquiétude ne vous va pas. Ce n'était jamais votre style. » Tout au long de la soirée, Roland orchestra une série de confrontations subtiles. Il présenta Clayton à des contacts professionnels comme un jeune homme prometteur ayant surmonté d'importants désavantages dans son éducation. Il parla de Noël comme d'une femme remarquablement résiliente, malgré des circonstances familiales compliquées. Des commentaires qui semblaient flatteurs aux oreilles extérieures, mais qui entaillaient profondément leur cible désignée. Vers minuit, au sommet de la fête, Roland gravit le grand escalier et fit signe pour obtenir le silence. Levant une flûte de champagne. « Il y a 10 ans demain » commença-t-il, sa voix portant dans le hall soudain silencieux. « J'ai vécu une transformation personnelle profonde. Les détails me sont propres. Mais le résultat, c'est l'homme que vous voyez aujourd'hui. » Son regard balaya la salle, se posant sur Vanessa, puis Clayton, puis Noël. « J'ai appris que la véritable famille repose sur l'honnêteté, la loyauté et le respect mutuel. » Il marqua une pause. « Et j'ai appris que ceux qui trahissent ces valeurs sacrées finissent toujours par faire face aux conséquences, tôt ou tard. » Un frisson parcourut l'assemblée et la plupart prenant ces paroles comme inspirantes. Mais ceux qui connaissaient la vérité percevaient l'acier sous la rhétorique. Demain, Reeves Mitchell annoncera une réorganisation majeure, qui concernera beaucoup d'entre vous. Pour certains, cela apportera des opportunités sans précédent, pour d'autres. Il sourit, un sourire tranchant comme une lame. Des conséquences appropriées. Car je crois profondément en l'équilibre cosmique, où chacun finit par recevoir exactement ce qu'il mérite. Après le toast, Roland se mêla brièvement à la foule. Puis s'éclipsa, laissant la fête à son apogée. Une sortie calculée qui lui permit d'observer les répercussions depuis son bureau privé, via le système de sécurité. Comme prévu, Vanessa rejoignit ses enfants. Leurs gestes devenant de plus en plus tendus au fil de la conversation dans un coin isolé. Clayton semblait sur la défensive, Noël, au bord des larmes.
Ils partirent séparément, peu après. Aucun ne souriait. Le lendemain matin. La veille de Noël. Exactement 10 ans après la disparition de Devon Arov. Le plan de Roland atteignit son apogée, en une série d'événements minutés à la seconde. 8 heures Brison Phelps reçut un avis formel de saisie de sa maison. Accompagné d'un dossier détaillé contenant les preuves de sa trahison vieille d'une décennie. SMS, courriel, documents financiers, rassemblés par Devon avant sa disparition. 8h30 le propriétaire de l'ENA lui remit un avis d'expulsion. Accompagné d'un dossier similaire documentant son rôle dans le complot, incluant des enregistrements où elle se moquait de l'ignorance de son beau-frère. Tout en aidant activement à cacher la liaison. 9 heures en déplacement professionnel à Seattle, Vanessa reçut une série de messages urgents. De Brison concernant la saisie. De l'ENA à propos de l'expulsion. Et de ses enfants, en colère et confus. Alors qu'ils recevaient des révélations anonymes sur leur filiation et les mensonges de leur mère. En même temps, chacun d'eux reçut le même message venant d'un numéro inconnu. La Maison du Lac. Midi, dernière opportunité de résolution. Midi pile. Alors qu'une tempête de neige s'abattait sur Millfield. La voiture de Vanessa entra dans l'allée circulaire de Roland. Suivie par le pick-up de Brison, puis la vieille berline de l'ENA. Clayton arriva ensuite. Noël, puis Wyatt, qui, ayant reçu le même message à l'université, rejoignit la scène par appel vidéo. Affiché automatiquement sur leur téléphone. Thomas les escorta non pas à la maison principale, mais à la verrière surplombant le lac gelé. Un choix stratégique, offrant une vue directe sur leur ancien quartier de l'autre côté de l'eau. Ils étaient exposés. Vulnérables. Contenus. Roland les fit attendre 30 minutes en silence. Une autre manœuvre calculée pour intensifier leur anxiété. Quand il apparut enfin, le masque de Roland Mitchell tomba un instant, laissant place à Devon Arov. L'homme qu'ils avaient trahi, il y a exactement 10 ans. Aujourd'hui, dit-il sans préambule, vous allez découvrir l'ampleur de ma trahison. Il avança vers le centre de la pièce. 3 enfants qui n'étaient pas les miens. Une sœur qui a aidé à cacher l'affaire. Une femme et son amant, riant de mon ignorance pendant que je me tuais à la tâche pour vous tous. Il s'interrompit. Aujourd'hui, c'est à mon tour. Un par un, Roland dévoila ce qu'il avait orchestré. La destruction de la carrière de Brison. La ruine professionnelle et financière de l'ENA. La manipulation systématique des trajectoires de carrière des enfants. Et les opportunités éducatives, la promotion épuisante de Vanessa, qu'il avait maintenue trop occupée pour remarquer le schéma, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Tu m'as tout pris, poursuivit Roland, d'une voix terriblement calme. Mon identité. Ma famille. Ma confiance. J'ai passé 10 ans à m'assurer de pouvoir tout te reprendre en retour. Qu'est-ce que tu veux de nous ? Demanda Vanessa, d'une voix à peine audible. Je ne veux rien. Ce n'est pas une négociation. C'est un règlement de compte. Le sourire de Roland était dénué de toute chaleur. Brison, tu recevras un avis officiel d'ici la fin de la journée, tu fais l'objet d'une plainte pour aliénation d'affection. Un concept désuet, certes, mais toujours valable légalement dans cet état. La documentation est exhaustive. Les sanctions financières nous ruinent. Tu bluffes, balbutia Brison. Tu ne peux pas, ajouta l'ENA. Mais Roland continua comme s'il ne les avait pas entendus. Le conseil d'administration de la fondation a voté à l'unanimité l'ouverture de poursuites pénales à ton encontre pour les irrégularités découvertes lors de notre audit. De simples infractions techniques, peut-être, mais suffisamment graves pour t'empêcher de jamais occuper un poste de confiance à nouveau. Ces irrégularités ont été fabriquées, protesta l'ENA. Je ne t'ai pas autorisé à parler, trancha Roland. La société mère de Luminou annoncera sa faillite demain. Une malheureuse victime des forces du marché, que j'ai peut-être influencée. Ton poste, comme ton mariage, reposait sur des fondations mensongères. Et s'avère tout aussi insoutenable. Enfin, il se tourna vers les enfants. Clayton et Noël, physiquement présents.
Wyatt, sur l'écran vidéo. Vous trois êtes peut-être les seuls innocents dans cette histoire née de la tromperie. Sans que vous en soyez responsable. Son expression s'adoucit, légèrement. C'est pourquoi vos fonds fiduciaires resteront intacts. Vous y aurez accès à vos 25 ans, comme prévu. Mon conflit n'est pas avec vous. Clayton fit un pas en avant, furieux. Tu as manipulé nos vies. Nos carrières. J'ai offert des opportunités, rectifia Roland. Ce que vous en avez fait vous appartient. Contrairement aux choix qui m'ont été volés, sur vos origines. La neige frappait les parois vitrées, transformant le pavillon en boule à neige isolée du monde extérieur. Dans ce décor contrôlé, Roland avait orchestré son ultime acte de vengeance. Non par la violence, mais par la déconstruction méthodique des vies qu'ils avaient bâties en son absence. C'est ce que tu es devenu, demanda Vanessa, les larmes coulant sur ses joues. Un monstre qui détruit des vies par vengeance? L'expression de Roland se durcit. Je suis devenu ce qui était nécessaire pour rétablir l'équilibre. Chaque opportunité que vous avez perdue, chaque humiliation que vous avez subie, chaque moment d'incertitude ou de peur, je les ai vécus au centuple quand j'ai découvert votre trahison. C'était mal, admit Vanessa, la voix brisée. Ce que nous avons fait est impardonnable. Mais ça? Détruire tout le monde? Contrôler nos vies comme des marionnettistes? Comment ça te rend-il meilleur? Meilleur. Répéta Roland, comme si le mot lui était étranger. Il n'a jamais été question d'être meilleur. Il s'agissait de conséquences. De justice. Retardé, mais pas refusé. Pendant plusieurs secondes, seul le vent hurlant à l'extérieur se faisait entendre, entrecoupé des sanglots étouffés de Lena. Puis ce fut Noël qui parla, la voix ferme malgré les larmes. Et maintenant? Roland observa cette famille brisée devant lui. L'aboutissement physique d'une décennie de planification. Maintenant, vous partez. Vous reconstruisez. Si vous le pouvez. Ou pas. Vos destins ne me concernent plus. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Sauf pour un dernier détail. De sa poche, il sortit une petite télécommande et appuya sur un bouton. Les écrans du pavillon s'illuminèrent, actes de propriété, relevés bancaires, portefeuille d'investissement. Au cours des 10 dernières années, j'ai acquis une participation majoritaire dans presque tout ce qui a de la valeur à Millfield. Des biens immobiliers que vous occupez, aux entreprises où vous travaillez. Jusqu'au restaurant où vous mangez. Cette ville qui vous a accueilli après votre disgrâce, qui vous a offert refuge après l'effondrement de votre paradis costaricain, aujourd'hui, elle me répond. Les implications tombèrent comme un coup près. Ils étaient piégés. Prisonniers d'une communauté où l'influence de Roland était presque absolue. Et incapables de recommencer ailleurs. Joyeux Noël, conclut Roland, froidement. Considérez cela comme mon cadeau. Le savoir que, où que vous alliez à Millfield, quoi que vous fassiez, ce sera dans l'ombre de ce qui aurait pu être, si vous aviez choisi la loyauté plutôt que la trahison. Sur ces mots, il les laissa dans le pavillon de verre, retournant vers son manoir, alors que la tempête s'intensifiait, reflétant parfaitement la dévastation qu'il venait d'infliger à ceux qui, autrefois, avaient détruit sa vie. Chapitre 9, Cendres et Empire. Le printemps arriva à Millfield avec une vivacité qui contrastait cruellement avec le désert émotionnel que Roland Mitchell avait laissé derrière lui pour ceux qui l'avaient trahi. 3 mois s'étaient écoulés depuis la confrontation de la veille de Noël. Et les conséquences de son plan se déroulaient avec une précision mathématique. Bryson Phelps avait fui Millfield en février, abandonnant à la fois la maison saisie et sa relation avec Vanessa. Dernièrement localisé à Tucson, il travaillait comme coach sportif dans une salle de sport bon marché, peinant à payer les frais juridiques croissants dus à la plainte pour aliénation d'affection que Roland avait stratégiquement prolongée pour maximiser l'épuisement financier. Lena, elle, avait évité des poursuites pénales uniquement en acceptant un accord punitif qu'il avait laissé ruiner. Elle vivait désormais dans un logement social pour personnes âgées en périphérie de Millfield, travaillant à temps partiel dans un magasin de proximité, un emploi que Roland avait arrangé via des intermédiaires, pour s'assurer qu'elle reste en ville. Témoin vivant des conséquences. Vanessa, sans doute la plus transformée, avait tout perdu, emploi, relations,
domicile, réputation. Après un bref séjour chez Noël, elle s'était installée dans un petit appartement, une chambre et travaillait dans une pharmacie de chaîne. Son apparence autrefois soignée avait peu à peu cédé à un vieillissement prématuré, accéléré par le stress et les regrets. Les enfants s'étaient dispersés, dans divers degrés d'éloignement. Clayton avait démissionné de son poste chez la filiale de Reeves Mitchell et s'était installé à Portland, coupant les ponts avec ses deux parents. Noël maintenait un contact limité avec sa mère, mais évitait les réunions de famille. Seul Wyatt restait en contact régulier avec Vanessa, bien que ses retours de l'université deviennent de plus en plus inconfortables, alors qu'il luttait pour concilier les mythes familiaux avec les révélations brutales des derniers mois. Roland observait ses résultats avec une satisfaction détachée, dans sa position de souverain de facto de Millfield. Reeves Mitchell Holdings avait étendu son influence locale, acquis l'hôpital régional, lancé un incubateur technologique, et posé les fondations d'un quartier résidentiel de luxe au bord du lac. Sa fortune avait triplé. Sa réputation flamboyait. Son image publique, le sauveur de Millfield. Et pourtant, malgré l'accomplissement méthodique de tout ce qu'il avait planifié, Roland trouvait dans sa victoire un goût amer. La ruine prolongée de ses traîtres lui apportait une satisfaction de plus en plus fade. Comme un fruit jadis sucré devenu sec et sans saveur. Cette prise de conscience cristallisa un soir, lors d'un dîner privé avec le maire Prescott et quelques conseillers municipaux triés sur le volet, à son domaine. Alors qu'il débattait du projet de centre artistique qu'il proposait de financer, il se surprit à observer leur comportement flagorneur avec une forme de mépris. Ces gens le craignaient. Ils respectaient son pouvoir. Ils convoitaient son patronage. Mais aucun ne le connaissait. Aucun ne le pouvait. Plus tard, ce soir-là, Roland se tenait seul sur son balcon, contemplant le lac. Les mêmes eaux qui, autrefois, avaient reflété les espoirs d'un jeune de Von Harrow, ne reflétaient plus que la froide solitude du triomphe de Roland Mitchell. « Est-ce que ça en valait la peine ?» demanda-t-il à la nuit vide. La question resta suspendue, sans réponse, tandis que la brise tiède d'avril portait les senteurs de renouveau sur l'eau. Okay. Fuck these zombies. Don't care. Didn't ask. This spiders can get me, can't they? Of course they can. Oh! Oh! I'm too good. Yeah, that wasn't worth it. Yeah, that straight up was not worth it. Okay. Thank God I got a shit ton of food. Okay, how are we doing? We're at 12. That's not bad. Okay, we're gonna go with the chest plate. Okay. Chest plate acquired. And boots. Not bad. Okay, we got our pick, our sword, a little bit of diamond armor. So we need 12 more to get full. I guess we'll just run around a little more, see if we can't find anything. I'm quite sick of this cave though, I won't lie. That's a spawner. Not really too interested in finding poison spiders at the moment. Asking again tomorrow. Okay, gold. We do want, like, as much gold as humanly possible. Damn, Philip got the 3,000 mana bet. What a G. Okay, perfect. Diamonds, hog.
It seems like a much quieter part of the cave so far. Rich life things, you wouldn't understand. Philip right now like looking like Ty Lopez. Just here in my garage. Ah, let's go. And that's why you always dig around a little bit, champ. Okay, that's a hat. Knowledge. Dude, like Ty Lopez was like my introduction to the concept that like not everything you see online is real. It was like my first lesson in media literacy. I feel like it was for a lot of people. Oh, hi creeper. It's to creep a man. Okay, so shit. Hold on, make it. Scammer vibes? Yeah, absolutely. I mean, he was trying to, what, like sell a course or something, right? My 5-step plan to get rich. You'll never get step 4. Boom. Yeah, I mean, I don't know if he's the OG, but he's definitely like, at least to me, the first one that got like crazy big. God, I was in like middle school or something when that was all happening. Oh. Okay. So we just need